avec l'avancée des élèves, il est donc temps de commencer à siffler en travaillant. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Là, ça va? Parfait. Alors, avant de commencer à siffler en travaillant, je vais faire une petite mise en contexte qui paraît essentielle, à commencer par les Clionautes. C'est une association donc, de professeurs d'histoire-géographie et notre objectif c'est d'innover, de créer, mais également de collaborer. Dans notre galaxie, nous tentons de proposer donc, des séquences sur les différents niveaux d'enseignement, en histoire, en géographie et en EMC. Il y a également aussi un travail qui a été conséquent dans la Cliothèque. Et puis ClioGeek aussi, qui propose des contenus nous permettant d'approfondir avec sérieux et humour ce qu'on appelle la pop culture. Bref, autant de moyens et d'outils pour diversifier nos pratiques pédagogiques. Alors on n'invente rien, c'est juste que c'est vraiment un travail de collaboration, parce que chacun nous avons des talents pour faire justement fructifier nos pratiques pédagogiques. Alors parmi les intervenants que nous avons aujourd'hui, je vais vous les présenter. Nous avons Camille Despinois, donc, qui est enseignante à Montpellier La Bayade depuis 8 années, qui est optimiste, sensible à la triche, perfectionniste volontaire, et qui a pour but et qui va nous présenter le plan de travail. À côté d'elle, nous avons Geoffrey Maréchal, donc enseignant à Tournon-sur-Rhône. Après 9 années d'enseignement, on peut dire qu'il est toujours honnête, loyal et dynamique. On essaye. À prendre du plaisir donc, voilà, à enseigner. Et c'est lui qui va nous aborder un peu tout ce qui est de l'ordre des serious games en géographie. Et puis nous avons William Brou, enseignant, youtubeur, que l'on peut retrouver sur l'histoire en jeu, enseignant à Thiers, qui est perfectionniste, bienveillant, curieux, et qui aussi prend du plaisir à enseigner. Waouh, c'est merveilleux. Et moi-même, donc Caroline Villordin, professeure d'histoire-géographie à côté de Mickey, à Lally-sur-Marne. Voilà, donc nous venons de toute la France, et pour vous présenter donc, du coup quelques outils pédagogiques qui nous paraissent innovants, et pour vous faire passer un message qu'il est facile de prendre du plaisir et donc de siffler en travaillant, pour reprendre une magnifique citation des 7 nains. Voilà, parce que humour et plaisir peuvent être liés. Donc l'objet de ce lab de l'enseignant, c'est véritablement d'allier les deux. Enseigner l'histoire du travail, ce n'est pas une sinécure, on peut être en capacité de le faire en prenant du coup du plaisir, mais aussi en ayant un fond dans la construction de nos séquences. Vous êtes bien installés? Tout va bien? Alors c'est parti pour cette merveilleuse table ronde. Première question que j'ai à vous poser, jeunes gens. Qu'est-ce que siffler en travaillant, selon vous, et dans vos pratiques pédagogiques? Je vais passer la parole à monsieur Geoffrey Maréchal. Ah, ça y est, ça marche. Bon, écoutez. Bonjour. Bonjour à tous. Non, ça marche pas. Là, c'est mieux. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être le faire en parlant plus fort. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Puis on a l'habitude. Alors bonjour à toutes et à tous. J'espère que la journée s'est bien démarrée pour vous. Je suis heureux de voir que vous êtes nombreuses et nombreux à venir nous voir et ça fait plaisir de pouvoir échanger avec vous pendant ces petites heures sur qu'est-ce que c'est que prendre du plaisir en travaillant. Alors c'est une question, quand tu nous l'as soumise, Caroline, un peu paradoxale à première vue, puisque plaisir, travail, ça paraît au départ incohérent, puisque le travail c'est souffrir, c'est tripalium en latin, donc c'est quelque chose qui normalement paraît peu lié. Pour autant, on est tous ici, je pense, des professionnels de la pédagogie, et donc on sait tous, ou alors on est des parents et on sait que depuis la petite enfance, jouer et apprendre en jouant, ça fait partie du processus d'apprentissage depuis la crèche, depuis que nous sommes tout petits, on apprend en jouant, et on peut mener ceci à tous les niveaux d'enseignement et à tous les échelons. Même dans le secondaire, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum dans nos pratiques différentes
Ne serait-ce que dernièrement, juste avant de venir à Blois, j'ai emmené mes élèves à Nîmes faire une sortie pour sortir du cadre habituel de mon petit collège Ardéchois. On les a emmenés à Nîmes pour pouvoir faire un travail latiniste autour des différents sites et puis construire avec eux un article qui sera paru dans la presse, locale de la ville. Ils sont en train de travailler dessus. On essaie voilà, de les faire travailler sur d'autres supports, d'autres approches, d'autres pratiques. Et donc, pour répondre à la question qu'est-ce que c'est que siffler en travaillant pour moi, ben, c'est à mon avis être capable de mener, déployer des approches pédagogiques sur de nouveaux supports, ou en tout cas qui paraissent nouveaux, qu'on emploie peu souvent en classe, notamment les serious games, on aura le temps d'y revenir un peu plus tard, et essayer en menant quand même une pratique réfléchie avec une assise scientifique réelle, pas faite comme ça à la va-vite et sans réflexion, et essayer de sortir de cette image d'Épinal qui se colle trop souvent à l'école, qui serait celle de la souffrance et de l'ennui, et que tous les élèves seraient là en permanence de 8h jusqu'à 17h en regardant les mouches au plafond et en souffrant de ce qu'on essaie de faire avec eux. Voilà, en quelques mots, ce que je pourrais dire. Merci Geoffrey. Alors Camille. Bon, du coup j'essaie sans micro aussi, ça passe. Oui. Pour moi c'était quoi? Je travaille en éducation prioritaire et mes 4 premières années ont été, on va dire, très classiques, très sortie d'école, très classiques, et je me suis très vite rendu compte que c'était problématique, que ça ne fonctionnait pas suffisamment et que moi, déjà d'une, ça ne me rendait pas forcément heureuse et que le matin, c'était pas forcément très simple et que j'avais pas forcément l'impression de faire évoluer mes élèves. Et donc il a fallu que je réfléchisse à autre chose. Et cette autre chose, pour moi en tout cas, c'est venu de voir une classe de primaire fonctionner, et fonctionner plutôt bien, en cohérence, avec des élèves qui avaient l'air souriants et en tout cas contents d'être là où ils sont. Donc en tout cas, moi, la manière dont je travaille, ce dont on discutera plus tard, c'est dû à une belle visite que j'ai eue dans une classe de primaire. J'ai vu des élèves un peu plus heureux que dans mon collège à moi. Et William. Je termine le bal. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, le premier conseil qu'on m'a donné, que mon tuteur m'a donné, c'était de jouer un rôle. Que je devais rentrer dans ma salle de classe et que j'étais dans ma posture d'enseignant et que je devais transmettre mon savoir du mieux possible auprès de mes élèves. Et je me suis très vite rendu compte au bout de dès quelques mois, mais surtout au bout de quelques années de réflexion, que ça ne marchait pas, que mes élèves n'avaient pas forcément envie de venir m'écouter, que certains décrochaient de ce que j'avais à leur dire. Donc j'ai eu cette réflexion sur ma propre pratique et de me dire, si moi-même je ne prends pas de... Parce que moi-même je ne prendrais plus de plaisir à venir travailler. Enfin, c'était pas voilà, je me levais, j'allais faire mon cours et puis je me plaignais que les gamins n'écoutaient pas ou ne suivaient pas ou n'avaient pas envie de venir. Donc j'ai eu cette propre réflexion sur, il faut que moi-même je me fasse plaisir en enseignant, donc j'enseigne de la manière la plus naturelle possible pour moi, pour que cela puisse se transmettre auprès de mes élèves. Voilà. C'est cette réflexion-là qui m'a amené à me bouger, à changer un peu ma manière de voir les choses. Donc, si je résume, siffler en travaillant, c'est véritablement donner aux élèves les moyens de s'épanouir en classe en développant leurs compétences avec envie. C'est ça. Oui. Je valide l'envie. C'est éviter qu'un élève, parce que la plupart des élèves, ils vont venir en classe, ils vont souffler, ils vont mettre du temps à se ranger en classe. Je dis pas qu'ils ont très envie de venir dans nos classes parce qu'on est fabuleux, merveilleux, hein. J'aimerais bien. Mais c'est que les élèves venaient pas forcément avec envie, à reculons. Les méthodes de travail étaient peut-être pas adaptées à leur niveau, à ce qu'ils attendaient. Et le mot que tu as utilisé, c'est une remise en question qui essaye de faire autrement pour que les élèves soient contents, en tout cas, de venir en classe. Après, très heureux, ça, je sais pas, mais qu'à la fin, ils disent « Ah déjà !» Voilà, ça c'est la phrase que j'adore entendre à la fin. D'accord. Voilà. Oui, je suis d'accord. Je valide. Alors pour vous, qu'est-ce qu'enseigner l'histoire du travail? Est-ce que enseigner l'histoire du travail, c'est une chose qui est aisée ou facile? Parmi toutes les questions qu'on doit aborder, tous les thèmes qu'on doit aborder, je dirais que c'est pas forcément peut-être que... Vous ne serez pas d'accord, et même vous dans l'Assemblée, vous n'êtes peut-être pas d'accord. On a chacun nos marottes, nos sujets qu'on adore exploiter, qu'on adore expliquer. Mais l'histoire économique, l'histoire du travail, le travail en tant que tel, c'est pas forcément quelque chose qui passionne nos élèves. Après, ça dépend des périodes aussi, dans quelle période on va les aborder. Mais
ce soit le travail aujourd'hui en géographie, quand on aborde des espaces productifs par exemple, c'est pas un sujet qui fascine les élèves. Voilà, comme ça, peut-être que vous avez la chance d'avoir des élèves qui adorent ce chapitre sur les espaces Je productifs. suis en train de faire ça, je te confirme, c'est pas ce qui les passionne le plus. Peut-être parce qu'on n'est pas passionnant. Mais peut-être aussi. Ça peut être... Et non, moi je trouve que c'est pas un sujet, c'est peut-être moins facile que d'aborder l'histoire culturelle, par exemple. Le travail, c'est quelque chose qu'on peut voir quasiment dans beaucoup de parties du programme. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as demandé en 6e, parce que tu m'as dit cette année, j'ai pas de 6e. Donc j'ai réfléchi pendant un moment, et puis après, je me suis dit, bah si, je viens de le faire en plus avec mes élèves, quand on parle du paléolithique et du néolithique, et quand on leur demande, enfin, quand on leur apprend les méthodes de. Enfin, quand on leur apprend la manière dont ils vivent. Donc ils sont nomades, puis ils deviennent sédentaires, et en fait on passe aux travaux agricoles, et même il y a certains qui se posent la question de savoir si c'était peut-être pas plus facile avant. Et donc, si en fait le travail on commence assez tôt, mais c'est juste qu'on n'y met pas le point dessus. Et c'est à part espace productif, c'est pas quelque chose qu'on met en avant, ou en tout cas qu'on a l'habitude de mettre en avant, enfin en tout cas pour ma part. C'est ça. Mais je trouve, on le voit aussi. Espace productif. Non, en 4e, En 4e, oui, il y a la révolution industrielle, là où il y a le plus. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une question, c'est une thématique qui est en filigrane de tous les programmes plus ou moins accentués. Alors effectivement, je parlerai tout à l'heure plus de la 6e, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui paraît évident, en tout cas dans le programme d'histoire. En géographie, c'est un peu plus le cas. Mais pour répondre plus à ta question, est-ce que c'est facile? Facile, non. Facile, tout dépend, ça peut être simple. Ça dépend de la manière dont le professeur l'aborde. Ça, c'est un travail qu'on fait en amont pour permettre à ce que les élèves aient une approche simplifiée, qu'elle soit agréable. Simplicité ne veut pas dire ne va pas en contradiction de la complexité. On peut avoir une pratique riche tout en paraissant simple, mais ça va être au contraire très compliqué en amont et très difficile pour nous. Et c'est notre travail, c'est celle de notre mission, d'arriver à amener des concepts, à amener des pratiques et à aborder des nouvelles notions via des approches qui peuvent être des fois innovantes, qui faire évoluer notre approche vis-à-vis de nos élèves et de notre métier, mais en fait c'est le but. Si on n'a plus ça, on se laisse. Camille, une question que moi je me suis très souvent demandé par rapport au travail, mais je ne me suis pas posé la question par rapport au travail, mais c'est l'économie, en fait, ça va avec le travail, hein, je trouve, mais les élèves, ils n'en font quasiment jamais de l'économie, sauf avec nous, mais même nous, au final, on n'est pas non plus hyper bien formés en économie. Si on doit amener des concepts, c'est compliqué, ou alors il faut s'y mettre. Bon, après, on sait où trouver, on sait comment se former, etc. Donc, c'est faisable, mais c'est pas forcément très facile. Et les élèves, ils ont des idées préconçues sur le travail, sur l'économie, sur les salaires, et on le voit en géographie, je pense que vous avez plusieurs fois les élèves qui ont dit, bah, dans ce cas-là, pourquoi c'est pas gratuit, pourquoi est-ce qu'on fait pas les pays, quand on fait les pays pauvres, oh, bah, on n'a qu'à leur envoyer de l'argent. Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et c'est là où il faut arriver à leur expliquer. Et c'est peut-être là où on pêche au niveau de nos connaissances en économie, qui fait que peut-être aborder le travail, c'est quelque chose qui ne nous paraît pas aisé. Peut-être, on manque un peu peut-être de formation sur l'économie. Voilà. Ça peut être mieux ou pas. Voilà. Donc, il y a les élèves, mais il y a aussi vous, dans la préparation de vos cours, dans la préparation de vos séquences et de vos activités pédagogiques, comment vous vous y prenez avant de passer vraiment au point de particularité qu'on va aborder sur cette notion de plaisir et de travail. Où est-ce que vous allez chercher vos sources? Comment vous faites pour justement essayer de rendre simple quelque chose qui, de prime abord, paraît compliqué pour les élèves? En le refaisant. Plein de fois. Donc, tu vas préparer un truc à la maison, tu vas le faire avec les élèves, et non, c'est pas possible. Donc, soit pour la classe suivante, si tu as plusieurs classes de niveau, soit l'année d'après, parce que tu t'es rendu compte que ce que tu as fait, c'est pas possible, et que soit c'est pas suffisant, généralement c'est l'inverse, soit c'est trop, on avait trop d'attentes. C'était trop long, ça rentre dans le programme. Enfin, moi je dirais en refaisant. En faisant et en refaisant. Je suis d'accord avec toi. C'est en faisant, en tâtonnant, en expérimentant, en corrigeant les biais. Là, on est allé trop loin, on n'est pas allé assez loin. Là, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi ça a marché. C'était pas la bonne période de la journée, ou alors mon approche était un peu trop complexe. Et on y revient avec les classes suivantes si on a la chance d'avoir plusieurs classes du même niveau, ou alors on revient l'année d'après. Mais justement, ça permet de. Il y a un enseignant qui est à charge de faire ça, va faire évoluer en permanence ses cours, sa pratique, ses exercices. C'est
pas possible de faire autrement, sinon on va très vite se perdre et perdre les élèves. C'est pas le but. Mais en même temps, si tu refais, quand même te dis qu'avec la classe que tu vas avoir, le fait que l'échange va forcément fonctionner, parce qu'on fait un métier qui est très compliqué, c'est un métier qui fonctionne avec de l'humain, on ne l'apprend pas. Et les classes sont toutes différentes. Et le fait de changer une activité d'une année sur l'autre, ou même d'une heure sur l'autre en fonction de la classe qu'on va avoir, le ressenti ne va pas forcément être le même, parce que les niveaux de classe ne sont pas les mêmes. Même le ressenti de certains de ces élèves-là ne va pas être le même. Donc c'est compliqué, parce que quand on refait, et même quand on va passer par des pédagogies qu'on pourrait dire innovantes, on y viendra, ben, ça ne va pas forcément non plus marcher, c'est pas une formule magique, c'est pas parce que c'est innovant que ça fonctionne. Il y a des élèves qui vont être attentifs à ce genre de pratique, d'autres qui ne vont pas l'être. Donc ça peut foirer comme n'importe quelle tentative que l'on fait. Et c'est en ça que notre métier est à la fois très beau mais difficile. Ah, là, j'ai pas de... Merci. Vas-y, On va je t'en essayer prie. d'accueillir et de transformer en joie Camille. Et ben, du coup, j'allais revenir sur la présentation que tu as fait sur moi en disant que j'étais quelqu'un d'optimiste. Et donc, je reviens sur le fait de faire et de refaire. Et je trouve que pour avoir du plaisir aussi, faut se dire que c'est pas grave si on a raté, ou si en tout cas le cours qu'on avait prévu, qui devait être fabuleux, magnifique, génial, a été nul, que les élèves n'ont pas apprécié. C'est pas grave. C'est pas grave, il faut refaire. Et c'est pas grave de se remettre en question, c'est pas grave de se dire, bon, je ferai mieux la prochaine fois. Et qu'est-ce que je pourrais trouver qui en fait va mieux fonctionner. Et voilà, pour moi c'est aussi ça le plaisir, c'est de me dire de manière positive, bon mais c'est pas grave si ça n'a pas fonctionné, donc transformer quelque chose qui est négatif plutôt en quelque chose de positif. Et en complétant, travailler aussi en équipe. Ah oui. C'est là aussi l'avantage, c'est que comme tu disais William, ce qui n'a pas marché avec une classe marchera peut-être avec l'autre parce qu'on est sur l'humain, donc on ne peut pas avoir une science, on n'est pas sur une science exacte. Mais le retour des autres équipes, l'échange, le travail qu'on essaie de faire dans l'association, c'est de ce retour permanent qu'on essaie d'avoir sur notre propre pratique, sur les exercices sur qu'on peut travailler ensemble, les projets qu'on peut monter, permettent de faire cette remédiation et permettent d'améliorer en permanence notre approche et essayer de faire en sorte qu'il y ait une complémentarité, une richesse qui offre justement, qui rend l'enseignement efficace. Et généralement autour d'un apéro, du coup là ça rend encore les choses encore plus efficaces. Et plus efficaces. Tout à fait. Alors avant de passer à l'apéro, C'est un peu tôt. oui ça, il est un peu tôt. On va passer justement au plan de travail. Du coup Camille, qu'est-ce que le plan de travail? Alors, s'il y a des puristes ici, on ne serait peut-être pas forcément entièrement sur un plan de travail, mais sur ce qu'on appelle une feuille de route. Le plan de travail, c'est quoi? Je me suis rendu compte en fait que j'avais des élèves, comme vous m'avouez maintenant en ce moment, c'est-à-dire moi je suis devant, vous êtes là en train de m'écouter, donc je vous transmettais mon savoir avec le côté un peu théâtral, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je répète, je suis en éducation prioritaire, donc avec des élèves qui sont très en difficulté, sociale, économique, enfin tout ce que vous voulez. Et je me suis rendu compte que je n'aidais personne. Je n'aidais pas les bons parce que j'avais pas de temps pour eux. Je n'aidais pas ceux qui étaient très en difficulté parce que pareil, j'avais pas de temps pour eux. J'aidais plus ou moins les moyens à rester moyens. Et donc, voilà, j'étais pas très satisfaite. Et surtout les sixièmes, c'était Madame, j'écris quelle couleur, j'ai fini ma page, je fais quoi, j'écris où. Enfin, c'était des questions qui étaient assez chronophages et bateaux. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange avec une école primaire. Et dans l'école primaire, quand je suis arrivée en classe, j'ai été assez stupéfaite de l'autonomie des élèves, qu'on allait récupérer l'année d'après, qui se déplaçaient en classe, qui savaient ce qu'ils avaient à faire, qui allaient voir le prof, qui se levaient, enfin bref, qui étaient complètement autonomes. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas les mêmes élèves que je récupère l'année d'après, qui savent plus rien faire. Et donc, alors je me suis pas mal renseignée sur ça. J'ai suivi une formation il y a 2 ans avec l'équipe volante de REP+, qui tourne dans les établissements, donc en tout cas du bassin de Montpellier. Et on a mis en place avec un collègue une réflexion. Donc un collègue qui n'est pas ici, il est à Montpellier, mais il ne pouvait pas venir parce qu'il est aussi réserviste militaire, il n'est pas là ce week-end. Et on s'est mis à travailler à 2. Donc on travaille en barrette. On a nos classes de 6e et 3e en même temps. Alors bon, après au niveau de l'emploi du temps c'est plus difficile, mais il faut faire des choix. Et on a préféré être plus tranquille en classe et avoir un emploi du temps plus à trous, on va dire, mais c'est pas grave. Donc on travaille ensemble, ça nous permet de partager les cours parce que honnêtement, il faut se le dire, c'est hyper chronophage à préparer. Je travaille énormément
l'extérieur. Par contre, après en classe, une fois que c'est bien mis en place, et je vais vous expliquer plus en détail, ça m'est arrivé de me rouler les pouces. Une fois que c'est bien installé, que les élèves savent comment ça fonctionne, que vous êtes passé une fois dans les rangs, 2 fois dans les rangs, 3 fois, bon, au bout d'un moment vous les dérangez plus qu'autre chose, et ben vous les regardez travailler et vous attendez que ça saute. Et en fait, eux travaillent. Et donc j'ai complètement changé de paradigme de travail, c'est-à-dire que c'est plus moi qui travaille en classe, c'est eux qui travaillent en classe. Et c'est plus moi qui amène le savoir, je l'amène dans la première et la deuxième étape. Et dans la troisième étape, celle qui est la plus importante, donc c'est les activités, ici, pas l'étape 3, l'étape 4, les activités de découverte. Là, ils sont en autonomie. C'est vrai que j'aurais dû prendre en photo ma salle et la mettre, mais on a des tours avec des tiroirs, ils vont chercher les activités dans le sens qu'ils veulent. Ils se déplacent comme ils veulent dans la salle elle est organisée avec des tables de 2 pour qu'ils puissent travailler à 2. Il y a un U où là, s'ils se mettent à cet endroit-là quand ils arrivent en classe, c'est un endroit où je vais plus venir les aider, donc c'est un endroit où je vais aller tout le temps. Et il y a des tables où ils sont en individuel, que j'appelle ça des tables de concentration, où là les élèves, je ne vais pas les voir. Je ne passe même pas dans les rangs pour éviter qu'ils lèvent la tête et donc du coup ils soient déconcentrés. Ils n'ont pas le droit de parler, ils sont seuls. Et bien sûr s'ils m'appellent j'y vais, hein, évidemment. Et ils ont une date précise, ils savent à quel moment ils doivent terminer leur plan de travail. Et on est quand même hyper exigeant parce que le plan de travail est noté, il faut répondre par des phrases, il faut tenir son cahier à jour, il faut suivre le plan de travail, il faut écrire proprement, il faut que ça soit terminé à la date à laquelle on dit, il faut respecter les règles en classe, pas plus de 3 debout, etc. Et moi j'étais quelqu'un qui fermait beaucoup la classe, c'est-à-dire qu'ils étaient chez moi, interdit de se lever, interdit de se déplacer, voilà, on ne bougeait pas. Et avec le plan de travail, j'ai complètement tout changé, c'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils se lèvent comme ils veulent. Et même, ils peuvent s'asseoir sur des tables en tailleur s'ils veulent pour prendre le cours, pour s'asseoir contre un mur au fond, pour prendre le cours aussi. Et ça se passe. Franchement, ça se passe. Ça se passe bien. Et en fait, pendant cette partie-là, moi je suis plus devant en train de faire cours comme je suis en train de faire avec vous là. C'est eux qui travaillent et du coup j'ai du temps. Et donc c'est là où la partie où moi j'avais plus de temps pour les bons, pour les moins bons ou pour les moyens. J'ai du temps. Je ne fais plus cours et donc j'ai le temps de passer dans les rangs, de répondre à leurs questions, de prendre 5 minutes s'il faut avec un en particulier, de faire un groupe avec 4 s'ils ont besoin de remédier à quelque chose. Ils peuvent avancer à la maison s'ils veulent. Ah oui, il y a ça aussi. C'est qu'en tout cas en REP+, moi j'ai beaucoup d'élèves qui ne savent pas travailler à la maison, qui ont du mal à travailler à la maison parce que les conditions font que quand vous êtes très nombreux dans un petit appartement, on a pas mal d'élèves qui vont travailler aux toilettes pour avoir du temps et du calme. Et c'était pour les rendre autonomes. Parce qu'ils ne savent pas être forcément autonomes, alors que dans la plupart de nos boulots plus tard, que ce soit le nôtre ou n'importe autre, il faut être autonome et il faut savoir s'organiser. Donc voilà, le but c'était aussi de les aider. Alors l'année dernière, on faisait tout en plan de travail, entièrement en plan de travail, c'est-à-dire qu'ils découvraient la leçon en même temps qu'ils faisaient les activités. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que ça s'essoufflait un petit peu parce qu'ils étaient tout le temps en autonomie. Donc là, on a modifié complètement. Quand je dis on, c'est parce que je parle avec de mon collègue, M. Baudébarène, avec qui je fais ça. Et donc là, sur la première et la deuxième étape, c'est nous qui faisons cours, on va dire, classique, de manière classique. On prend toujours les repères, alors ça dépend de la leçon, soit quelque chose qu'ils ont vu l'année d'avant, soit reprendre les océans, les continents, pour savoir se situer, enfin des choses comme ça. Et alors ça va peut-être faire, enfin je sais pas si au niveau de l'institution c'est comme ça qu'il faut faire, mais bon bref, c'est pas grave. On amène la leçon directement, c'est pas eux qui découvrent la leçon. On amène la leçon dans une espèce de cours dialogué avec eux, parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'ils aimaient bien, mine de rien, dialoguer avec nous, surtout les 6e, hein, ça ils adorent ça. D'ailleurs ils partent souvent très très loin. Et ensuite, on a rajouté une étape, c'est l'étape 3, ce sont des activités de révision, parce qu'on s'est rendu compte que les élèves ne savaient pas travailler, réviser. Donc on leur distribue à chaque fois des activités de révision qu'on fait ensemble. Bien sûr, je ne vais pas arriver à les trouver. Donc plusieurs techniques qu'on leur met, qu'on leur propose, surligner des parties dans le cours avec des stylos de couleurs différentes, des questions qui découpent. Alors là, il y a la question d'un côté, puis la réponse elle se trouve derrière, il faut ouvrir. Et à chaque fois, s'ils arrivent à tout ouvrir, c'est qu'ils ont tout répondu, donc ils arrivent à réviser. Donc c'est pour leur apprendre à réviser, on est toujours là dans le travail d'autonomie.
Ensuite, il y a une évaluation sur la leçon pure et simple. Donc là, j'évalue leur mémoire et le fait qu'ils aient retenu quelque chose. Et en dernier, on a une évaluation finale où là, on travaille sur la compétence. En fait, on s'est rendu compte un petit peu l'année dernière que... Alors ça, c'est l'évaluation sur la leçon, parce que j'ai pas encore fait la compétence, je l'ai fait lundi, là, et donc je vais plutôt l'envoyer. On s'est rendu compte qu'on avait du mal à leur transmettre la leçon, l'autonomie et une compétence particulière tout en même temps. Donc si tu peux revenir sur on travaille sur le premier. On essaye, donc avec les repères ensemble, on s'y remet ensemble. La leçon, on apprend le savoir. Les activités de révision, on est sur les méthodes de révision, sur l'autonomie, sur le travail seul, voilà. Et les activités de découverte, c'est là où on va travailler une compétence en particulier qu'on leur signale ici. Donc là, on a fait simple, hein, c'est celle la plus classique qu'on fait tout le temps, analyser, comprendre un document. Donc voir ce qu'ils arrivent à comprendre du document et arriver à en extraire. Parce qu'on a un problème, c'est que nous, on vient de recevoir les résultats de fluence et on a 55% de nos élèves qui sont à besoin, à très gros besoin. Et on a une vingtaine d'élèves qui sont cette année non lecteurs et non rédacteurs. C'est la première année que ça nous arrive en 6e. Donc voilà, et en tout cas cette partie sur les activités de découverte, ça nous permet aussi de faire quelque chose qu'on avait du mal à faire, c'est la différenciation. Parce que faire tout, en même temps plus la différenciation, ça nous paraît très compliqué. Et là, avec les activités de découverte, ça nous paraît assez facile de faire la différenciation. Parce que je peux proposer sur la même activité, puisque je l'ai fait en amont, je peux proposer, et que la leçon a déjà été faite, je peux proposer plusieurs parcours. Et pour les élèves qui sont bons, qui sont très bons, qui vont même très loin, je peux même rajouter des activités. Donc ils vont en faire plus que les autres. Tout le monde va faire la base et ensuite ils vont en faire plus que les autres. Sur cette première leçon, ils ne font pas d'activités différentes, parce que moi il me fallait un étalonnage pour voir un petit peu le niveau de chacun, mais sinon ils font ça. Et avec mon troisième, ça nous permet également de différencier à partir de janvier, de différencier entre les élèves qui vont aller en filière pro et ceux qui vont aller en filière générale. Parce que comme on est en barrette avec mon collègue, on peut se séparer des élèves. C'est-à-dire qu'il va prendre les élèves qui vont partir en filière générale pour travailler par exemple plus sur la rédaction, aller un petit peu plus loin sur le commentaire, la dissertation, même commencer peut-être éventuellement des dissertations. Et moi par exemple, prendre des élèves qui vont plus aller en pro, où on va être moins sur la dissertation, plus sur la compréhension. On peut différencier plus facilement. En tout cas, ça nous a paru beaucoup plus facile. Et j'avoue que depuis qu'on pratique ça, c'est-à-dire depuis l'année dernière, je ne reviendrai pas en arrière. Parce que j'avais l'impression de porter mes élèves, de devoir les porter. Je sortais de là avec une énergie qui m'était vidée complètement. Et en fait, je suis plus vidée. Parce que le cours dialogué, mine de rien, la plupart des élèves aiment bien ça. Donc on en fait un petit peu. Puis nous aussi, on se fait plaisir aussi, parce que le cours magistral, on n'en faisait pas beaucoup. Et c'est vrai que ça permet... c'est sympa. Après, je ne sais pas si c'est dans les cadres ou dans les clous, mais en tout cas, c'est valorisant. Et ensuite, pendant les activités de révision, j'en laisse aucun sur le carreau. Le seul bilan qu'on a de ça pour l'instant, c'est qu'on a au moins tous les élèves qui prennent le cours et qui font les activités. Au niveau des résultats, il aurait fallu, pour avoir un résultat fiable, qu'on ait une classe témoin avec qui continue à faire la même chose, enfin faire le travail classique d'avant, et une autre qui fasse, ou la moitié dans la moitié de la classe. On ne l'a pas fait. Donc vraiment, un des seuls points positifs, pour nous, en classe, ça se passe super bien, les élèves adhèrent sans problème. Au niveau de, on pourrait en parler des heures, mais au niveau de l'autonomie, il n'y a pas de problème. Et ils prennent le cours. Voilà. C'est vraiment un des seuls constats sûrs et certains que je peux vous annoncer aujourd'hui. Tous les élèves prennent le cours. Au moins. Et travaillent. Voilà, je me tais parce que j'ai parlé. Merci Camille. Ah oui, j'ai beaucoup trop parlé. Pardon. Mais non, il n'y a pas de souci. Donc, on peut résumer en quelques mots le plan de travail, même si c'est très synthétique, en un temps d'écoute active, puis après d'accompagnement personnalisé des élèves par donc, une gradation des activités qui va leur permettre d'être acteurs de leur savoir et des compétences qu'ils vont acquérir. C'est exactement ça. Merci. Alors, ce qui va nous permettre, sans transition aucune, de passer donc à Geoffrey. Oui. Avec la question qui est la suivante. Donc, les jeux sérieux en géographie permettent-ils d'allier travail et plaisir?
Vaste programme, vaste question. Alors, je pense que, je vais attendre que tu mettes peut-être on verra après pour la diffusion des exemples qu'on a pu faire. Parfait. Ça. Parfait. Ça, c'est parfait. Alors, déjà pour commencer, je pense qu'il faudrait faire un rappel sémantique. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu sérieux ou un serious game? Alors, une définition assez simple, hein, c'est simplement un jeu, donc avec une visée ludique, mais mené avec une intention sérieuse, c'est-à-dire pédagogique, scientifique derrière. Alors, on peut à ce moment-là imaginer différents jeux. Il y a une multitude de serious games envisageables. La seule différence avec le jeu classique va être dans l'intention, bien évidemment, qu'on va porter à celui-ci. Pour quel est l'objectif qu'on va porter, quel est l'intérêt, quelle est la posture de l'enseignant et des élèves vis-à-vis de cela, pour qui, pourquoi faire. C'est les questions qu'on se pose habituellement et qu'on peut essayer d'apporter en classe. Alors les serious games, c'est pas nouveau, hein, on ne réinvente pas l'eau chaude, là on propose que des exemples de ce qu'on peut faire en classe ou de ce qu'on a pu faire au cours des années précédentes. C'est ce qu'on va présenter ici, notamment les escape games qu'on a pu produire pour l'éditeur Belin, avec lequel on a eu le plaisir de pouvoir travailler. Alors qu'est-ce que c'est qu'un escape game? C'est simplement un jeu où les élèves se retrouvent enfermés, entre guillemets. Alors ça peut être un jeu physique, hein, je pense que d'ailleurs tu l'as fait, toi, dans tes classes, la version papier, où les élèves, le temps d'une séance qui peut être 1 heure ou 2 heures, se retrouvent bloqués dans une salle. Ils sont menés à différents... On les laisse sortir oui, quand même, hein, bien à sûr. la fin de l'heure, hein, quand même. Et ils vont pouvoir aller d'exercice en exercice, utiliser, aborder différentes notions ou réexploiter ce qu'on a pu faire en classe préalablement pour parvenir à répondre à des questionnaires, des exercices et obtenir finalement la clé qui leur permettra de sortir à la fin de la séance de la salle, si on les autorise. Et de manière numérique, ça sera réglé sous une forme de génialisme. C'est ce qu'on a essayé de faire ici avec les éditeurs Belin, puisqu'on a eu le plaisir, et là je parle un peu plus de l'association avant de rentrer dans le détail, on a eu le plaisir cette année de pouvoir travailler avec les éditions Belin sur leur nouveau manuel de 6e qui vient juste de paraître, où ils sont venus nous mobiliser, puisqu'ils savaient qu'on avait un historique autour du développement de pratiques numériques dans l'enseignement, puisque l'association, maintenant qui a plus de 20 ans, a été fondée là-dessus, justement sur l'exploitation du numérique naissant dans les années 90 en classe. Fort de cette expertise, ils sont venus nous voir pour essayer de proposer de nouveaux jeux, de nouvelles approches, pour essayer d'offrir des exercices de révision ou des exercices de remédiation en fin de chapitre qui permettraient d'exploiter ce qu'ils ont pu voir en classe pour les révisions ou pour faire une sorte de bilan. Alors on a eu le plaisir de pouvoir produire avec eux des génialistes et des escape games pour la plupart sur tous les aspects du programme et notamment celui-là qu'on a pu présenter. Alors ça c'est une illustration, la première illustration de l'escape game sur le dernier chapitre de l'année, puisque c'était sur la localisation des hommes sur la planète. Et là, je pense qu'on peut se pencher plus sur celui-ci, puisque les littoraux dans le monde est la partie du programme où la question du travail apparaît la plus prégnante, puisqu'on abordera les différents acteurs de l'aménagement du territoire et de l'aménagement des littoraux, et donc on va être amené à parler du travail, les zones industrielles-portuaires, le tourisme, l'industrie qui peut naître sur ces territoires-là. Donc on a essayé de créer des escape games. Alors si tu peux cliquer, parce qu'il est en ligne, voilà, donc c'est des scénarios classiques, hein. Marie et Lucille décident de partir en vacances et de prendre le large alors qu'elles sont en train de faire leur valise. Elles se questionnent sur les différents littoraux du monde afin de choisir leur destination. En tant que géographe spécialiste des littoraux, elles font appel à toi. Sauras-tu les aider à répondre aux questions grâce à ton expertise et aide Marie et Lucille à découvrir les littoraux du monde. À chaque étape, tu récupéreras un des chiffres du code secret final qui te réserve une surprise. Alors, ce travail qui a été réalisé en plus par Caroline, puisque tu es l'auteur de ce travail, bah non, mais il faut te mettre aussi un peu en avant, puisque c'est toi qui l'a produit. On va pouvoir aborder les différentes notions qui sont au programme. Alors, sous forme d'exercice, le premier que tu avais fait, c'était un quiz, un questionnaire à choix multiples, tout simplement. Ça va te permettre de comprendre ce qu'est un littoral, mais on répond aux questions. Donc, on pourra le faire en direct. Voilà, un littoral, c'est une bande de sable, une région maritime, une zone de contact entre la terre et la mer. Je pense que Je ne sais plus. tu ne sais plus, je pense que la question... Tu n'as pas révisé pour aujourd'hui, je pense que voilà. Jusque-là, ça va aller. On peut continuer, hein, c'est pour donner ce genre d'exemple, hein, 60% de la population réside dans la région littorale, vrai ou faux. Ça va, tu as bien bossé, je vois. J'ai la pression. Tu as la pression.
Et enfin, les taureaux, je crois qu'il y a 4 questions sur les espaces de plus en plus compliqués. Bravo. Et le dernier, je favorise la mondialisation dans le monde mondial. Bravo. Normalement, tu aimes pas. Normalement, tu obtiens. Ah non, encore une cinquième question. Trop de questions. J'ai trop de questions sur celui-là. Les taureaux touristiques sont plus importants que les taureaux sur le portuaire. Oh là là. Aïe aïe aïe, c'est rigouré. Et normalement, là, tu obtiens un chiffre, effectivement, le chiffre 3, et qui leur permettra, au fil des exercices, de cumuler les chiffres et d'obtenir à la fin un code qu'ils pourront entrer dans la base de données du code secret et obtenir ainsi la réponse et vérifier l'ensemble des activités de l'exercice. Alors, justement, l'escape game, est-ce que c'est un outil utile pour allier plaisir et travail? Effectivement, comme on peut le voir, c'est un outil qui offre la... Ah bah oui, elle a raison. Hein. Qui offre la possibilité de répondre à tous les enjeux du programme. C'est une proposition comme une autre qui a été faite pour celui-ci, qui permettront d'aborder toutes les notions qu'on a pu voir dans le programme et qui peut même permettre ainsi d'élargir et de s'inscrire dans le parcours des différents élèves, puisqu'on pourrait aller même sur les parcours à venir ou réaborder les notions et les compétences qu'on aborde dans le programme. On peut faire tout avec un escape game. On peut absolument tout faire. Et donc, je parlais guère plus que toi, en fait, moi j'étais beaucoup plus court finalement que Camille qui avait énormément de choses à dire. La question que je poserais, par exemple, un géniali comme celui-ci, parce que tu en as aussi fait, combien de temps ça prend à préparer? Alors, je ne vais pas vous le cacher, c'est très chronophage. Un géniali comme celui-ci, celui que tu es en train de diffuser, parce que c'est moi qui l'ai fait celui-là, Découvre où vivent les hommes, si je devais le chiffrer le temps que j'y ai passé entre la recherche de documents, l'exploitation, les questions, cibler les objectifs de l'exercice, quand on ne connaît pas et qu'on commence à tâtonner, c'est facile, 5 à 6 heures. Gentil. Facile, ouais, je suis très gentil, si ce n'est pas plus. Mais parce qu'on commençait à tâtonner, que c'était le début de l'exercice, avec de l'expérience et de la pratique. On gagne du temps, d'autant qu'on peut sauvegarder nos propres modèles, qu'on peut réexploiter ensuite, notamment, ce qui est très long, c'est la mise en page. Puisqu'on ne se cache pas, c'est du numérique, donc on essaye aussi d'avoir quelque chose d'agréable visuellement, qui fasse plaisir et qui soit plaisant et facile à l'utilisation. La simplicité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qu'il faut travailler et c'est extrêmement chronophage. Voilà. Donc c'est une pratique qu'il faut mixer, qu'il faut à savoir parsemer dans sa pratique et dans son utilisation. Se lancer tout de suite dans une utilisation des escape games, surtout sur Geniali, du début à la fin du programme, vous allez y passer toutes vos vacances. Je vous le dis tout de suite. Ça va être très long. Très 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 long. Mais c'est plaisant. C'est vraiment plaisant puisqu'on voit un retour des élèves. On a pu les tester. C'est génial. On a pu voir ce que ça donnait et effectivement les élèves se prennent au jeu. En plus aujourd'hui les établissements sont généralement bien dotés. Alors c'est vrai que les vôtres ont obtenu les dotations départementales qui leur permettent d'avoir l'équipement nécessaire. En tout cas moi je vois que dans mon département en Ardèche on a la chance. On était un département sinistré au niveau du numérique. Il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits. Et on donc aujourd'hui tous les élèves. Pourtant, je suis dans un très grand établissement, un établissement qui compte 1200 élèves. Pour un collège, c'est énorme, c'est le plus gros collège de l'académie. On arrive à avoir un lot de tablettes par classe. Donc ils arrivent à exploiter ça, on peut l'exploiter. Mais effectivement, c'est à adapter, à mixer selon la qualité de votre réseau, l'utilisation du numérique que vous pouvez faire en classe. Est-ce que ce sont des ordinateurs qui tournent encore sur Windows XP ou est-ce que ce sont des tablettes modernes et avec un débit suffisamment élevé pour pouvoir aborder ça sereinement. Donc pour avoir le retour d'expérience et de n'avoir pas testé cela parce qu'on les a pas encore eu le temps avec mes collègues de 6e, mais pour les avoir déjà fait en classe sur d'autres chapitres, notamment en 4e, c'est exceptionnel. Le retour que les élèves nous en font, c'est prometteur. C'est vraiment très bien. Si je puis ajouter quelque chose, mis à part les Geniali, je pense que vous connaissez Kahoot. C'est un outil pour faire donc, des quiz en ligne et donc c'est quelque chose qui rend fou les élèves. Quand on le prépare en amont et qu'on leur passe, ça permet justement de faire une évaluation diagnostique en début du cours, de aussi valider les compétences et de réviser dans une ambiance de classe où ils sont en sécurité parce qu'ils s'amusent, mais nous aussi, parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait avant. Voilà. Donc il y a ça, et puis il y a d'autres petits outils comme ça qui permettent justement de... Comment ? Clickers, par exemple. Qu'on peut intégrer dans Geniali, en plus. Il peut être intégré à Geniali, ce qui fait qu'on gagne du temps. Attention, le RGPD. Ah oui, pardon. Oui.
sur donc, le site de l'un. Bien sûr. William, donc comment le jeu vidéo sert-il à la construction du savoir? Juste avant, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. Non, sur la notion de jeu, parce que tout, là, du coup, moi je vais parler principalement de jeux vidéo et de jeux numériques, parce que c'est ce sur quoi je me suis concentré. Et on va retrouver des mécaniques qui sont semblables aux jeux sérieux, mais aussi aux jeux analogiques. Hein. Utiliser le jeu en classe, ça s'est déjà fait depuis très longtemps. Si on prend l'exemple du réseau Ludus, dans l'Académie de Normandie, par exemple, avec Denis Sestier, enfin voilà, c'est une chose, encore une fois, on ne l'invente pas, on essaie de s'adapter surtout aux nouveaux médias qui sont présents, aux nouveaux jeux qui existent, et là, forcément, les jeux vidéo qui ont pris une place encore plus conséquente avec les confinements. Dans la notion de jeu, en fait, ce qui est intéressant, vous pouvez faire un test avec vos élèves, si vous avez des élèves qui sont joueurs, il y a une chose qu'ils vont détester faire en classe, ou contre laquelle ils vont avoir du mal, c'est la notion d'échec. Ne pas réussir un exercice en classe, pour eux, c'est pas possible. S'ils ne réussissent pas en classe, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez bons, c'est-à-dire qu'ils sont mauvais. C'est l'image qu'ils en ont, hein. Donc ne pas réussir un exercice, pour eux, ils sont en échec. Regardez-les jouer à un jeu vidéo, le fait de rater une partie, d'échouer à une partie, ils ne vont pas dire qu'ils sont en échec, ils vont dire qu'ils ont raté, ils vont recommencer la partie pour essayer d'être meilleurs. On peut se poser la question en tant que pédagogue, comment ça se fait que face à un jeu, ils vont avoir la volonté de recommencer la partie pour réussir l'objectif qu'ils ont, alors qu'en classe, le fait de recommencer un exercice, ils ne vont pas vouloir le faire parce qu'ils ont dans leur tête l'idée qu'ils sont en échec. Donc je pense qu'il y a un vrai travail aussi par rapport au jeu. Le jeu, c'est pas uniquement le support. On a tendance, parce que nous en français, on n'a qu'un seul mot, le mot jeu. En anglais, ils ont deux mots, il y a le mot game et le mot play. Le mot game, c'est le support de jeu, c'est votre plateau de Monopoly, c'est votre console et votre CD-ROM, enfin, c'est votre jeu que vous avez sous les yeux. Mais le play, il n'a pas besoin de support pour être effectif. Si vous avez des enfants, des plus jeunes, parce que savoir plus grandit, plus on perd cette notion-là, aller dans un parc, regarder des enfants jouer à une balançoire, en fait, ils ne jouent pas à la balançoire. La balançoire, pour eux, c'est tout sauf une balançoire. C'est un bateau de pirate, il ne faut surtout pas qu'ils descendent dans la balançoire, qu'ils touchent le sol parce que c'est de l'eau, il y a des crocodiles, etc. Enfin, et ils sont dans cette situation de jeu, alors qu'en fait, le support ne l'est pas du tout. C'est pour ça qu'on dit, mais on ne comprend pas comment ça se fait qu'ils puissent s'amuser avec cet objet, alors qu'à la base, ce n'est pas du tout un objet ludique. Enfin, j'ai pas besoin d'acheter, pas la peine d'acheter des jouets à vos enfants. Hein. Le carton ou le papier d'emballage suffit amplement. Hein. Pour eux, c'est ludique. Hein. Donc l'objet, le support du jeu n'est pas forcément le jeu. Et c'est là où on va avoir une différence entre deux termes. Le terme gamification ou ludification et le terme ludicisation. Alors ça paraît des débats d'experts et on va se prendre la tête avec des mots, mais c'est deux écoles véritablement. Hein. Il y a ceux qui se basent sur l'idée qu'il faut créer un objet pour qu'il y ait un support de jeu et le jeu c'est l'objet, alors qu'il y en a d'autres, c'est simplement la situation. C'est mettre les élèves dans une situation de jeu. Et on peut les mettre dans une situation de jeu avec un stylo qui à la base n'est pas prévu pour être ludique. Mais si vous faites un exercice d'écriture collaborative, en rajoutant des règles et des interdictions, donc vous fixez des règles, vous avez un jeu. Et pourtant votre support c'est un papier et un crayon. Donc il faut aussi ne pas se bloquer sur l'idée qu'il faut un support, qu'il faut un Geniali, qu'il faut un plateau de jeu, qu'il faut des pions. Ça peut permettre de faciliter l'entrée. Hein, jouer à un jeu de Monopoly sans plateau, ça va être compliqué, on est d'accord. Hein, parfois, le support est nécessaire ou est utile pour se mettre dans la situation de. Mais le jeu, ça dépasse, c'est dans la tête le jeu. Enfin, donc ça, c'est un point sur lequel je vais revenir. Et là, forcément, je vais casser tout ce que je viens de dire, parce que je vais parler de jeux vidéo, et les jeux vidéo sont un jeu vidéo, du coup, il n'y a pas de jeu. Donc, je rembobine et je recommence. Donc, les jeux vidéo, c'est cool les jeux vidéo. C'est le média culturel le plus consommé aujourd'hui dans le monde, et également en France. D'après les derniers chiffres, hein, peut-être pas les tout derniers, je ne suis pas totalement à jour. Un enfant sur deux joue à un jeu vidéo. La moyenne d'âge du joueur, c'est la quarantaine passée. Donc, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un loisir d'adolescent attardé, ni un loisir uniquement de jeunes. Et c'est intéressant de voir que de plus en plus de parents jouent avec leurs enfants, mais ce n'est pas encore la majorité. Donc, les adultes jouent à des jeux vidéo. Bien sûr, on ne joue pas au même jeu que les enfants. Hein, les adultes ne jouent pas à Fortnite. Les enfants, d'ailleurs, commencent à arrêter de jouer à Fortnite. À la mode, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc c'est déjà has-been. Et donc le jeu et le jeu vidéo, ça fait partie de ces codes culturels que nos élèves ont. Ils les ont de plus en plus jeunes. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question à vos élèves, je ne sais pas quel élève vous avez, quelle classe, quel niveau vous avez. Moi, tous les ans en début d'année, je demande à mes élèves de 6e et de 3e s'ils
davantage à la question du jeu vidéo. Et donc, ça fait partie d'eux, et je pense que ça fait partie de nos missions de pédagogues de s'intéresser à ce média-là. Je ne dis pas forcément de l'utiliser en classe, du moins de s'en intéresser, parce que si on est dans une posture où on se braque, on se dit de toute façon les jeux vidéo c'est nul, c'est pas un bien culturel, c'est pas une œuvre qui nécessite notre intérêt, c'est de la sous-culture finalement, on va tout de suite passer pour le réel de service, et en fait ils ne nous écouteront pas. Donc je ne dis pas qu'il faut absolument jouer au jeu auquel ils jouent, hein, je ne le fais pas forcément, même si je pense que j'installe, enfin bref, c'est un autre débat. Mais il faut s'y intéresser pour montrer qu'on connaît cet univers-là. D'où l'intérêt de s'intéresser au jeu et peut-être aussi du coup, de passer par le jeu pour apprendre. Donc d'utiliser, alors il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs stratégies. On peut utiliser un jeu qui existe. Alors, si je vous parle d'Assassin's Creed, bien sûr, là, vous allez me dire, le jeu il est là, il existe, je le prends, je m'en saisis, je l'utilise. On pourra revenir sur comment je fais pour l'utiliser en classe, est-ce que je les laisse dans le jeu, enfin quelle partie du jeu j'utilise, etc. On vous invitera à venir sur notre stand et découvrir une stratégie un peu annexe pour utiliser par exemple Assassin's Creed. On peut aussi détourner un jeu ou faire de l'analyse critique sur le jeu, donc là on leur montre le jeu mais on va essayer de le déconstruire avec eux. Ou on peut, dernière stratégie, construire le jeu avec eux. Alors construire le jeu numérique, un jeu vidéo je pense que c'est l'élément ou l'activité la plus compliquée à mettre en place, autant d'un point de vue matériel que d'un point de vue temps, donc c'est pas forcément l'objectif que tout le monde doit avoir en tête. Il faut savoir que c'est possible, il y a des expérimentations en France, notamment en Ile-de-France. J'en ai fait une avec le studio Atlantique par exemple dans la ville de Thiers, donc il faut savoir que c'est possible parce qu'il y a aujourd'hui des outils qui permettent de construire ça. L'intérêt de passer par le jeu, alors s'ils vont jouer au jeu déjà, on va avoir une espèce de détournement. Pour reprendre, j'ai recopié la citation exacte pour entendre Erasme, vous voyez, j'en montre bien longtemps. Dans de l'éducation des enfants en 1529 déjà, il disait telle manière douce de les communiquer, les informations, les connaissances, les fera ressembler à un jeu et non à un travail. Donc l'idée déjà d'apprendre par le jeu, ou de détourner, de faire apprendre par le jeu, existait déjà bien avant les jeux vidéo. Pour info, au Moyen-Âge déjà, vous aviez ce qu'on appelait les jeux d'échecs, les échecs moralisés de Jacques de Sessolès par exemple, où c'est donc Jacques de Sessolès a essayé d'expliquer à un prince comment gouverner la cité en détournant les pièces du jeu d'échecs. Voilà, donc toi tu es le roi, tu as des pièces autour de toi, les pions, chaque pion correspond à une partie de la société, il faut que tu arrives à contrôler chacune des pièces de la société pour les manier, donc en respectant les règles du jeu d'échecs. Les règles du jeu d'échecs sont les règles de la société. Et au final, le jeu c'est ça. Le jeu c'est créer des règles qui permettent de faire passer des connaissances. La ludicisation, c'est créer des règles du jeu qui sont en fait des règles pédagogiques. Est-ce que ces règles du jeu permettent de faire passer des connaissances? Parce que c'est sûr que si vous faites jouer à Assassin's Creed, le but du jeu c'est de tuer des gens. Quel est l'intérêt pédagogique de faire tuer des gens? Qu'est-ce qu'ils ont appris en jouant au jeu? Le grand intérêt du jeu, c'est qu'ils sont, et je reprends des termes que vous avez déjà utilisés, parce que finalement on se rejoint, c'est être acteur de l'aventure qu'il est en train de vivre. Et en fait, cette notion d'actorat, d'être acteur de son éducation, ça ne veut pas dire qu'il doit tout construire tout seul. Quand vous le mettez face à un jeu, il n'apprend rien tout seul, parce qu'en fait, le jeu il a été créé en amont, donc il n'apprend rien tout seul. Mais c'est en tant qu'acteur du jeu, qu'est-ce que le jeu va lui apprendre, dans quelle situation il va le mettre. Un jeu, c'est un jeu de rôle. Quand vous jouez au Monopoly, vous êtes dans le rôle de quelqu'un qui doit acquérir des terrains pour construire des hôtels. Donc on est dans une logique capitaliste, je ne vais pas faire tous les exemples du Monopoly, blablabla. Mais est-ce que cette position d'acteur, elle fait passer quel type de connaissances? Et ensuite, si le jeu fait passer de mauvaises connaissances par ces règles du jeu, à nous de déconstruire ces règles du jeu pour leur montrer qu'en réalité, on apprend en jouant. On apprend en jouant, on apprend forcément. Parce que le jeu, pour maîtriser le jeu, il faut en maîtriser les règles, donc il faut les apprendre. Hein, il y a beaucoup de jeux qu'on ne peut pas aborder ou utiliser, parce que non, les règles sont trop compliquées ici, les règles sont trop compliquées, on ne joue pas. Donc on apprend rien. Mais des jeux, au contraire, avec des règles très simples, vont permettre de mettre le joueur dans une situation, et donc l'élève dans une situation, d'être comme un acteur, de vraiment construire lui-même la situation dans laquelle il se trouve. Je pars très loin là, il faut m'arrêter. Oui, je peux parler, on a des heures. Pardon, on a des heures. Oui. Donc il y a plusieurs, comme je disais, il y a plusieurs stratégies. Soit vous prenez des jeux qui existent, soit vous créez vos propres jeux, numériques ou analogiques, ça fonctionne. Soit vous tournez des jeux qui existent déjà. Donc on a essayé cette année, avec les pilotes, de créer notre propre un jeu qui puisse être support de connaissances. Et en réalité, si vous voulez tester ce jeu, il est disponible
disponible gratuitement sur notre site, hein, vous pouvez y accéder, il joue sur le navigateur. Donc à la base, Romanizer, c'est un jeu qui a été créé par des étudiants et une doctorante, Elodie Bouguet, doctorante à l'ENS, qui travaille sur le transfert de dieux orientaux dans la ville de Rome. Voilà, donc elle travaille notamment sur la déesse Cybèle et la déesse Isis et comment ces déesses ont été intégrées au panthéon romain. Un sujet qui n'est pas très sexy en soi. Et lors de cette Game Jam, donc une Game Jam, je fais très vite, c'est un concours en fait où pendant 48 heures, les équipes vont s'affronter, vont avoir 48 heures pour créer des jeux vidéo. Voilà. Donc vraiment en 48 heures on crée un petit jeu et ensuite sur un thème bien précis. Et donc là c'était une Game Jam centrée sur les sciences et faire passer, vulgariser des sujets scientifiques. Et donc on a une équipe qui a travaillé sur ces travaux-là et qui a créé un jeu de gestion où on doit discuter avec différentes parties de la population romaine. On va avoir le peuple, les sénateurs, les philosophes et les amoureux, la dernière catégorie. Et l'objectif, c'est de convaincre chacune des parties de la population en leur donnant des bienfaits, donc de faire voter des lois, organiser des combats de médiateurs, distribuer la nourriture, de les convaincre qu'il faut que Cybèle est bonne pour elle. Mais forcément, si vous contentez un des acteurs, l'autre va être mécontent, et c'est une espèce de boucle comme ça. Au final, que fait le joueur pendant qu'il joue à ce jeu? Il clique simplement sur des boutons et il distribue des bienfaits à longueur de temps. D'accord. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est dans quelle position il est. C'est-à-dire, il doit convaincre des gens qu'un nouveau culte est bénéfique pour lui, et le jeu est dur. Pour être très honnête, le jeu est dur, on l'a voulu dur, parce qu'en fait, dans la toute première version du jeu, il pouvait faire n'importe quoi, le joueur, la DS est acceptée. Donc au final, il sortait du jeu, alors qu'est-ce que tu as retenu du jeu? En fait, c'est facile de faire accepter une nouvelle DS, j'ai juste appliqué, je distribue des bienfaits et tout le monde est content. Et en fait, le fait de le rendre difficile, donc de faire en sorte que l'élève va plus souvent échouer que réussir, le propos pédagogique, c'est, en fait, c'est dur de faire accepter une idée dans une population à toute la population. C'est extrêmement dur. Et vous voyez que là, en fait, la notion d'échec, elle est propre au jeu. Il faut échouer pour faire passer le message. Et c'est en ça, et là, ils vont échouer au jeu, hein. Mais en fait, ils ne vont pas prendre ça pour un échec, parce qu'ils vont se dire, ah, j'ai pas fait les bons choix. Il ne va jamais avoir ce feedback-là, ou ce retour d'expérience sur son activité en classe. Il ne va jamais se dire, si j'ai pas réussi l'exercice, c'est que j'ai pas fait les bons trucs. Il va dire non, il va dire, si j'ai pas réussi à faire l'exercice, c'est que je suis mauvais. Il dira jamais ça quand il jouera au foot. Il dit, j'ai pas dupliqué au bon endroit, j'ai pas compris exactement comment le jeu fonctionnait. Et là, si vous faites changer la manière d'être de l'élève par rapport à son propre échec, par rapport à cette courbe de progression, je pense que le jeu arrive aussi, participe à la mission d'éducation. On dépasse le cœur, on dépasse les connaissances, parce qu'au final, les connaissances que le jeu va faire passer, on peut très bien le faire, on va l'expliquer, mais on va le raconter, on est des conteurs, on sait raconter ces histoires-là. Et pour certains élèves, ça passera mieux avec le fait que l'on raconte. Mais pour d'autres, il y a besoin de passer par cette étape-là. Donc là, on est aussi sur du savoir-faire. Voilà, donc je vous invite à aller essayer ce jeu, qui ne demande qu'à être saisi par les enseignants. Le jeu ne fonctionne pas tout seul. Donc on peut les mettre, il marche, il fonctionne, c'est un jeu qui est ludique. On l'a voulu ludique, donc on puisse échouer. Mais mettez les élèves devant, ils ne vont pas tout comprendre. Il y a des événements qui vont arriver de temps en temps, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre pourquoi on vote des réformes, pourquoi on distribue la nourriture. On n'a pas voulu rajouter cette surcouche de sérieux qui fait que les jeux sérieux, au final, ils sont plus sérieux que ludiques. On a voulu un jeu qui soit ludique. Il ne tient qu'aux enseignants de se saisir de ce jeu, de créer des activités autour du jeu pour faire chercher aux élèves pourquoi, pour contenter le peuple, il faut distribuer la nourriture. Le jeu n'explique pas cette composante-là, il n'explique pas ce choix artistique, mais on l'a volontairement pas mis. Voilà, on peut l'expliquer, nous, mais l'objectif, c'est que les élèves ils le comprennent par eux-mêmes. Et c'est ça aussi, passer par le jeu, c'est qu'on peut très bien avoir cette porte d'entrée par le jeu pour ensuite aller vers nos connaissances. Et c'est pour ça que j'ai principalement voulu utiliser cette porte que sont les jeux vidéo. Merci William. J'ai une question à vous poser tous les trois. Est-ce que parfois vous avez été confrontés à des refus d'élèves de jouer ou de participer aux activités que vous avez mises en place en classe? Oui. Et autre question. Comme je disais, nos élèves, tout à l'heure, je disais que les élèves sont tous différents et cette approche par le jeu, il y a certains élèves qui vont tout de suite être... je vais montrer la bande-annonce d'Assassin's Creed, et là, il y a un gamin, il va dire, le prof est trop moderne, c'est super, j'ai
j'ai mon jeu, j'y joue, qu'ils s'intéressent à ce que je fais, c'est cool. Mais il y a d'autres élèves qui vont se dire, ouais, en fait, je sais pas ce que c'est, et puis ils sont pas particulièrement fans de ces jeux-là, ils jouent pas à ces jeux-là, ils n'ont pas de console à la maison, ça ne fait pas partie de la culture familiale. Et donc ça, je ne vais pas les accrocher par ce média-là. Donc on a autant d'élèves, dans le monde du jeu vidéo, on dit qu'il y a autant de joueurs que de types. Il y a autant de types de joueurs que de jeux en fait. Il y en a certains qui vont adorer les jeux d'action comme Assassin's Creed, il y en a qui vont adorer les jeux de plateforme comme Mario, il y en a qui vont adorer les jeux de stratégie comme Europa Universalis. Voilà, tous les jeux peuvent faire plaire à tout le monde et les activités autour du jeu ne plairont pas forcément à tous les élèves. Mais je me dis que c'est important d'essayer de contenter tout le monde et que tout le monde y trouve un peu son intérêt de temps en temps aussi. Merci. Je dirais oui, j'ai pas un souvenir flagrant certainement, donc c'était pas. Mais l'avantage du plan de travail, c'est que ils ont une date à laquelle ça doit être terminé. Mais si, et ça je leur ai annoncé d'entrée, s'ils veulent prendre 20 minutes pour lire leur livre, parce que nous on fait aussi le quart d'heure silence en lit, donc ils ont toujours un livre avec eux. Donc s'ils veulent prendre un livre ou j'ai des livres à disposition, ils peuvent prendre un livre et faire autre chose à partir du moment où c'est pas le téléphone, pas dormir sur la table. L'important c'est que le plan de travail soit terminé à telle date. Donc si éventuellement ils doivent prendre 20 minutes ou un peu plus parce qu'il y a eu un problème à la récréation, parce qu'il s'est passé quelque chose à la maison, parce que j'en sais rien, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'ils ne peuvent pas travailler, ben, c'est pas un problème. Par contre, à telle date, je vérifie que c'est terminé et ça doit être terminé. Donc c'est vrai que même si j'ai eu du refus, en tout cas ça ne m'a pas marqué et ils peuvent aussi ne pas travailler. Parce que j'estime que dans le monde du travail, bah, si on a envie d'aller prendre un café parce que c'est compliqué, on s'endort, on rentre du repas et on a envie d'aller dormir, bon, allez, on se lève, on va prendre un café et on retravaillera après. Et sauf qu'on ne pouvait pas le permettre, en fait, on ne le permet jamais aux élèves. Les élèves doivent toujours être efficaces de telle heure à telle heure et ils n'ont pas le choix. Donc, ouais, ça m'a pas choqué, mais j'ai dû avoir des élèves aussi qui ont sorti le livre, qui ont dû faire autre chose. Surtout le cours de 4 à 5, quoi, faire. Voilà, le vendredi soir, bon. Le vendredi 4 à 5, c'est bon. Comme nous, quoi. Oui, on est dans la même situation. Alors pour reprendre ce que disaient les camarades, j'ai pas de souvenir d'un refus total et complet des élèves au travail et face aux jeux qu'on peut proposer. Ça a sûrement dû arriver, effectivement. J'ai pas de souvenir impérissable qui me reste, mais en même temps ça fait que 9 ans que j'enseigne, donc j'ai pas un retour assez vaste sur la pratique, mais dans les cas où les élèves présentaient une défiance à ce qu'on leur proposait, généralement c'était pas uniquement lié à la pratique, c'était dans quelque chose de plus global, ça s'inscrit, mais après ça nous envoie sur d'autres voies, sur des problématiques beaucoup plus personnelles, ou un regard à l'école, ou à l'apprentissage, ou à la structure telle qu'elle est proposée, qui est compliquée, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à questionner notre pratique, les aménagements, la structure en elle-même, pour lui permettre d'évoluer, de contenter un maximum de personnes. Merci. J'ai une autre question. Oula. Elle n'est pas prévue, ça là, elle Il est va pas marquer. prévu, celle-là. J'aime bien. Je suis un professeur qui vous écoute attentivement depuis tout à l'heure et j'ai envie de m'y mettre. Quel conseil vous me donnez pour me lancer dans l'aventure du plan de travail, du jeu vidéo, du Geniali, etc. Ayez la foi. Non, vraiment, non, ayez la foi. Tentez, on réussira pas toujours. Il y aura des échecs, il y a des exercices qui ne vont pas marcher, qui vont totalement planter. On va pouvoir en sortir, des fois démoralisé, pas en pleurs, j'espère quand même, face à un échec, mais il faut quand même y aller, parce que ça vaut vraiment le coup. Il faut être capable de faire vraiment ce saut de la foi. On est devant un vide, et il faut avoir le courage de faire le premier pas, de se lancer effectivement, parce que je pense qu'on a tous eu ce parcours-là. Au départ, c'était pas du tout dans ce que de ce qu'on a appris de notre métier ou de ce qu'on nous a fait découvrir quand on a commencé il y a plus ou moins longtemps, selon les personnes qui sont autour de cette table. En tout cas, on m'a jamais parlé de Geniali, on m'a jamais parlé de jeux vidéo, on m'a jamais parlé de plan de travail, on m'a jamais parlé de diversification pédagogique, de l'unification en classe. Tout ça, ça nous était totalement inconnu, on n'a jamais abordé. Et c'est par la rencontre, alors là c'était la rencontre avec l'association très clairement, la rencontre avec les camarades qui sont autour de cette table, et des discussions qui ont pu naître autour des rendez-vous d'histoire de Blois ou à d'autres moments, qui ont fait naître l'envie de se dire tiens, ce que tu dis est pas mal, il faudrait qu'on l'exploite, et on discute avec les collègues et on s'y met, et on va échouer, on va évoluer. Donc ouais, le conseil que je donnerais, c'est vraiment ayez la foi pédagogique. Moi je dirais... Amen. Moi je dirais de toute manière, si tu te poses la question, c'est
que tu n'es pas satisfait de ta pratique. Et donc, qu'est-ce que tu as perdu? Rien. Voilà. Le pari Pascal. Si, un peu de temps, parce que ça prend quand même du temps. Ça prend du temps, je dirais que c'est un bénéfice, c'est à mettre dans la balance. C'est-à-dire, oui, les méthodes de travail qu'on propose là, il ne faut pas se leurrer, ça prend quand même du temps. Ça prend quand même du temps, surtout en dehors de la classe, hein, pas dans la classe, ça ne change pas grand-chose dans la classe. Ça prend du temps, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Et puis éventuellement, si c'est mieux, si toi tu te sens mieux dans ta pratique de travail, si tu es plus heureux, si tu as envie d'aller travailler en sifflant, et ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Commencer petit. Oui. Parce que à fur et à mesure, ça fait faire 6 ans que je travaille sur ces questions-là, forcément, à fur et à mesure. Ce que j'ai fait il y a 6 ans ne ressemble pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Alors, on arrive avec nos grandes séquences. Maintenant, même nous, c'est des séquences. D'ailleurs, on a prévu sur 10 heures de faire travailler la romanisation avec Kaiser 3, enfin, même le chapitre sur la romantique avec Kaiser 3 pendant 10 heures. Et ça peut paraître un truc délirant, enfin, mais et limite, je comprendrais, mais la première séquence pédagogique avec les jeux vidéo, ça a été de montrer, faire une analyse critique de la bande-annonce d'Assassin's Creed Unity. Une analyse que tout à chacun on est capable de faire, parce que c'est un document comme un autre. Et la première fois où j'ai vraiment mis la console dans la salle de classe, ça a été un coup d'instinct. Je me suis dit, vu ce que me montre le jeu, de toute façon, ce sont des questions que je vais aborder avec un film. J'avais prévu de te montrer le film, c'est juste que je me suis dit, le questionnaire, je vais juste le détourner un tout petit peu pour que ça parte de ce jeu vidéo-là. Donc j'ai commencé par des tout petites séances, des tout petits bouts. Et ensuite, au fur et à mesure, on poursuit la recherche dans cette voie-là, puis on dit on peut aller un peu plus loin, aborder un autre point, etc. Voilà, les réflexions qu'on peut avoir, forcément, peuvent paraître inatteignables, mais il faut commencer. Merci William. Oui Camille, un dernier truc, je rebondirai sur ce que tu as dit. Je l'ai fait ton activité sur Assassin's Creed. C'est discuter avec vos collègues, entre vous. Et c'est vrai que tu as raison, tout ce qu'on fait là, ça vient aussi en partie parce qu'on a discuté, parce qu'on n'est pas resté tout seul dans notre coin. C'est pas un reproche, hein, mais ça ouvre des perspectives auxquelles on n'aurait pas réfléchi. Et cette discussion, elle peut se faire aussi avec des collègues d'autres disciplines, oui, bien sûr. Et qui ne sont pas forcément joueurs, ou alors, du coup, vous n'êtes pas joueur et un autre collègue va être joueur. L'activité que j'ai faite sur Battlefield 1 et l'écriture de lettres de poilu, elle est née d'une discussion avec une collègue de lettres qui se disait, donc j'arrive pas, on avait la même classe en 3e, je n'arrive pas à faire écrire des lettres de combattants en classe parce qu'en fait il manque d'imagination, il me recopie les lettres qu'on lit en classe. Et je lui dis, mais tiens, je montre un jeu dans lequel on joue un soldat, enfin plusieurs soldats de la Première Guerre mondiale. Et de cette discussion est né un espèce de monstre pédagogique sur une demi-journée où du coup on leur fait à la fois découvrir des connaissances historiques ou réviser des connaissances historiques, on leur fait écrire une œuvre littéraire et on leur fait faire l'analyse critique d'un média. En plus d'aborder des questions d'orientation par rapport au métier du jeu vidéo, et non forcément en 3e, cette question d'orientation elle est très importante. À la base, c'est une discussion en salle d'épreuve devant un café. Donc c'est toujours comme ça. Je pense que c'est aussi ça permet de pointer bien sûr. Donc le café et le thé est important avec l'apéro. Et de jamais oublier que nous ne sommes pas isolés. C'est un métier d'équipe. On l'oublie trop souvent. C'est vraiment un métier d'équipe. Avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions à poser, et j'espère que vous en avez, je vais prendre le temps de conclure. Très bien, vas-y. Donc enseigner une histoire du travail peut donc s'effectuer de diverses manières, en histoire comme en géographie. Il existe aussi de nombreuses façons d'apporter de la créativité au sein de la classe, pour transmettre les compétences et les savoirs exigibles à nos élèves. Impossible de toutes les présenter dans ce lab de l'enseignant, mais notre objectif, en tout cas je le pense en vous écoutant, semble atteint: décomplexifier la mise en place d'activités pédagogiques présentant le travail sous ses diverses formes. Donc les différents outils qu'on vous a présentés, ce sont des choses qui ont été vécues, qui vont être vécues en classe avec nos élèves. Et donc, je conclurai qu'il est possible de siffler en travaillant. Et est-ce que vous avez des questions ? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Alors j'ai deux questions. La première question, c'est par rapport au genre. Est-ce que vous avez observé dans vos classes une différence d'approche
oui, comment vous avez géré cette différence, soit dans l'appétence pour le jeu vidéo, ou bien dans le style des jeux vidéo que les uns et les autres peuvent apprécier. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point concerne l'évaluation de vos activités. Concernant le plan de travail, vous avez dit que vous différenciez en tout cas les activités que vous donnez aux élèves en évaluation. Est-ce que ça donne aussi une note différente aussi en fonction de l'évaluation que vous avez donnée? Et puis concernant les jeux vidéo, puisque vous dites que vous les construisez sur un scénario pédagogique, comment est-ce que vous évaluez du coup l'intérêt pédagogique de l'activité? Qui peut commencer? Je peux y aller. Alors, moi j'ai un problème avec ça. Elle l'a dit dans ma présentation, j'ai du mal à tricher. Et surtout depuis que j'ai des troisièmes et que je suis bébé troisième, je trouve que les élèves, on leur ment, ou en tout cas on leur dit jamais leur vrai niveau. Et j'avoue que je pense que je suis assez dure dans ma notation. Et c'est quand même quelque chose pour lequel, pour l'instant, j'ai pas la réponse satisfaisante qui me convienne. Parce que techniquement, si je différencie mes activités, il faudrait du coup que je différencie mon évaluation aussi. Mais le problème, il est très difficile pour moi d'avoir deux élèves qui vont avoir, j'en sais rien, moi, une 15 par exemple, mais avec des activités d'un niveau différent. Moi, je sais bien que les deux 15 ne valent pas la même chose, mais les élèves, quand ils vont se comparer la note, ils vont juste voir qu'ils ont eu 15. Et puis surtout, au bout d'un moment, au moment de l'orientation, l'élève qui a toujours eu 15 avec une activité différenciée, quand il arrive au moment de l'orientation en troisième, on ne lui ment pas. Et il va arriver au collège, au lycée, il va penser qu'il a des notes qui sont bonnes et il va prendre une claque parce que son 15, en fait, il ne valait pas 15. Donc j'avoue que ça, c'est un truc pour lequel j'ai du mal. Et peut-être que c'est là qu'il faut envisager les couleurs, les points de couleur, voilà, c'est vraiment ça, pour l'instant, c'est une réflexion complètement ouverte et je suis ouverte à toute réflexion et suggestions sur le sujet. Je rebondis sur l'évaluation, parce qu'on est sur cette question-là. C'est une question qui est difficile, parce que je suis le seul pour le moment dans mon établissement à faire ce genre d'activité-là. Donc il se trouve que cette année, pour la deuxième année consécutive, je retrouve des élèves que j'avais eus en 6e. Donc forcément, j'avais déjà fait des choses en 6e et je vais refaire une activité similaire en 3e. Donc je vais pouvoir déjà voir si la réflexion qu'on a eue sur le jeu vidéo en 6e, ils l'ont retenue déjà en 3e. Ça, c'est le premier point. C'est très difficile d'évaluer ce type de... Enfin non, c'est pas forcément plus difficile, mais c'est-à-dire qu'il faut forcément refaire faire une activité du même genre en évaluation pour vérifier qu'il y ait l'acquis de ses compétences par rapport aux médias, à l'éducation aux médias. Après, par rapport aux connaissances, quand on est dans l'analyse critique d'un média, l'évaluation elle se fait de manière classique en fin de chapitre aussi, enfin, on veut dire qu'on l'en souhaite ou qu'on est organisé. Si on a voulu faire passer des connaissances à partir... Il y a forcément une synthèse de toute façon à la fin de l'activité sur la critique, sur les connaissances que je mise ou les mauvaises connaissances que le jeu m'a transmises. Si l'élève me retransmet dans son évaluation, soit une étude de doc ou un développement construit, des mauvaises informations ou des informations mauvaises que le jeu transmet, il n'a pas compris. Et du coup, forcément, la note est forcément mauvaise parce qu'il n'a pas saisi la subtilité du jeu. Mais concrètement, la meilleure chose à faire, ce serait de pouvoir faire une activité vidéoludique et dans l'évaluation, une évaluation numérique par rapport à ce média-là. Moi, le plus simple, ce que j'ai le mieux réussi à faire, c'est de faire de l'évaluation en filant, en fait. Enfin, pendant, j'ai oublié le terme exact, vous m'excuserez, mais c'est l'évaluation au fil du cours, en fait. Ouais, filer, voilà. Je les observe en train de faire l'activité par rapport au jeu ou en train de jouer, et j'évalue ce qu'ils sont en train de faire tout de suite, en fait. Et je trouve que c'est peut-être pour ce genre d'activité plus facile de faire comme ça que de vouloir forcément faire du formatif. Tout ça. Ouais, le genre, la question du genre. J'ai pas de stats, pour être honnête, je regarde en début d'année, mais j'ai pas de tableau sur mes 4 années. Ce qui est clair, c'est qu'il y a le pourcentage de garçons semble à peu près équivalent en réalité. Par contre, c'est vrai que je joue pas forcément au même jeu. Et ce qui compte surtout, c'est de regarder le type de joueurs qu'ils sont. Parce qu'il y a des classifications, donc il y a des joueurs aventuriers, il y a des joueurs qui sont hyper compétitifs, il y a des joueurs qui sont plutôt dans la découverte et dans la collection, etc. Donc on va avoir des enfants, des jeunes filles qui vont jouer à Fortnite, mais qui sont plutôt dans le mode découverte du jeu, et dans le mode créatif, à vouloir créer une nouvelle maison, ce genre de truc.
dans le côté hyper compétitif. Donc ça, il faudrait se porter surtout sur les travaux des sociologues, de Vincent Berry notamment, qui a plutôt travaillé cette question du genre et du jeu. Mais c'est une question qui est très pertinente parce que on est face à des profils d'élèves et de joueurs différents. Et ce qui est intéressant, c'est surtout quand un garçon n'arrive pas alors que c'est réussi. Ça, certains garçons n'acceptent pas. Voilà. Et je finis, il y a ceux qui ne jouent pas, et notamment des enfants qui n'ont pas de console. Et je peux vous assurer que de faire jouer, alors bien sûr je fais rentrer le diable dans la bergerie, on va me dire, hein, mais un élève qui n'a pas accès à ce type de console et qui peut jouer pour la première fois, manipuler, il se sent égal aux autres qui eux jouent. Et j'en fais pas un monstre, hein, il va pas devenir, il va pas décrocher, hein, mais il a le plaisir de pouvoir découvrir. Et dernier point, les décrocheurs qui sont ultra, qui se couchent à 3h du matin et qui jouent toute la nuit, etc., contre ce fléau contre lequel on a du mal à lutter, tout d'un coup dans la classe, il n'est pas le dernier de la classe qui dort pas, il est celui qui sait comment fonctionne le jeu et la manette. Et donc il va expliquer aux autres qui ne le connaissent pas. Donc il a un rôle de tuteur sur cette question-là. Et ça le valorise vachement. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter. Merci. Une autre question? Oui. Oui. C'est une question sur les règles du jeu, mais ça fonctionne aussi sur le plan de travail. C'est que un jeu, pour rentrer dedans, pour comprendre les règles. Donc c'est tout ce qui est fait à Marc, effectivement, pour apprendre les règles. Et des fois, il y a des règles qui demandent beaucoup de temps à être apprises. Et pour le plan de travail, il faut quand même, à un moment donné, expliquer le fonctionnement général du plan de travail. Donc il y a un temps d'explication des règles avant de rentrer dans le jeu. Et une fois qu'on va rentrer dans le jeu, du coup, avant de rentrer dans la connaissance qui est un peu du but, puisque c'est de l'enseignement. Et donc, du coup, je me pose la question en termes de temps, est-ce que il y a des types de jeux qu'il faut écarter, des types de démarches qu'il faut écarter, parce que justement, le long explication des règles, ça prend trop de temps, et du coup, il vient trop empiéter sur le temps qu'il doit réellement consacrer à jouer, à travailler, ou en général, c'est ça, parce que sur le coup, j'ai fait un peu une partie de ce que j'avais fait chacun, mais en plus petit, et à chaque fois, je me suis retrouvé confronté à l'idée que j'aurais dû mal choisir mon jeu, ma situation, parce que au bout de 15 minutes, ils avaient enfin commencé à comprendre comment ils allaient faire, et du coup, il me restait un temps un peu dérisoire pour qu'ils puissent accéder à ce que j'avais passé beaucoup de temps à faire, et du coup, il y a un peu de frustrant. Il y a une théorie dans le monde du game design, donc ceux qui fabriquent les jeux vidéo, mais ça existe aussi dans les jeux analogiques, c'est la théorie du flow, F-L-O-W. Et en gros, c'est une courbe qui montre que les game designers doivent respecter et qui dit en gros que la difficulté que doit rencontrer le joueur doit toujours être proportionnelle à ses compétences. Donc en gros, ça veut dire qu'au début, le joueur qui ne connaît pas le jeu, on doit lui opposer une difficulté moindre, mais qu'il doit toujours avoir quelque chose à apprendre. Parce que si cette courbe elle s'arrête, et si le joueur sait tout faire et que le jeu ne propose pas de nouvelles difficultés, le joueur va arrêter de jouer. Voilà. Donc il faut qu'il y ait cette courbe de progressivité dans la difficulté. Et ça commence par le tutoriel. Et en fait, nous on fait ça en classe, on montre un exemple et ensuite ils vont faire. Le jeu fait pareil, il y a ce qu'on appelle le tutoriel, sauf que nous on connaît, moi que j'ai commencé les jeux vidéo avec Kaiser 3 pour le citer, le tutoriel il est infernal, il y a ça à lire, c'est trop long et en fait je dois tout lire pour comprendre et ensuite je vais faire, mais en fait vu que j'ai plus le tutoriel sous les yeux, je sais plus exactement ce que je dois faire, c'est comme si on donnait la consigne et on enlevait pour que le gamin fasse, c'est un peu cette idée là. J'ai mis les élèves dans Kaiser 3 et la première séance ça a été un flop total parce qu'en fait ils lisaient pas les règles, ils y passaient tout de suite, mais je dois faire quoi? Bon, bref, donc comment contrer ça? En fait il faut que je fabrique mon propre tutoriel et que je leur dise vous passez tout le truc, de toute façon c'est trop compliqué, et donc j'ai dû créer mon propre tutoriel et leur dire au début vous construisez une maison, vous construisez des machins, etc. Et donc il faut passer par cette technique là, de leur commencer par des défis très petits qui n'exploitent pas toutes les capacités du jeu qu'on veut développer. Il faut commencer tout petit, puis ensuite, au fur et à mesure qu'ils vont maîtriser ces règles de base, on va rajouter des petites difficultés. Donc on commence par un mode facile, ensuite on va aller vers le mode moyen, ou alors et puis vers le mode difficile. Donc il y a des jeux comme ça, le jeu quand il y a trop de règles, trop de composantes, trop de variables, enfin voilà, des jeux comme Kaiser 3, Total King, des jeux de gestion, des 4X où là vous devez gérer absolument toute la géopolitique, l'économie, enfin, aller faire ça avec un gamin de 3e, même de 6e, c'est très difficile. Donc il faut être honnête, enfin voilà, il faut des petites règles, simples, et ensuite en rajouter au fur et à mesure qu'il maîtrise ses premières règles de base. On commence pas avec le théorème, enfin, les profs de maths, ils commencent pas direct avec le
mais je te rejoindrai sur le fait que les règles, on les explique petit à petit. Et quand moi je parlais des activités de découverte qui me permettent de différencier, de rajouter des niveaux, etc., je ne le fais pas sur le premier plan de travail, je le fais sur les plans de travail, on complexifie au fur et à mesure. Pour les troisièmes, quand on dit qu'on va décloisonner entre les élèves qui vont aller plutôt en général et en pro, bon, déjà il faut qu'ils aient passé un peu l'année, et puis surtout ils maîtrisent bien le plan de travail. Et surtout, enfin, moi je leur distribue sous les yeux, ils ont leur fiche de route, je rappelle à chaque début de cours, et puis de toute manière, quand on a des élèves qui arrivent en 6e, c'est des élèves qui vont passer de 1 prof à 10, qui vont avoir plein de manières différentes de travailler. Donc le premier plan de travail, en fait, on répète. Et en tout cas, la manière dont moi j'ai construit le plan de travail, étape 1, étape 2, ils ne sont pas en autonomie, c'est moi qui fais cours et c'est moi qui leur rappelle les règles. Et quand je mets en place les activités de découverte, je rappelle. Donc en fait, je différencie et le temps, du coup, ça me prend 10 minutes sur la première période, mais comme c'est moi qui gère toute la classe, bah c'est bon, ça passe. Et ensuite, je les ai déjà bien cadrés, et donc du coup, quand on arrive sur les activités où là, ils sont en autonomie, j'ai juste à rappeler les règles, et puis les rappeler tout le temps sur les premières leçons. Et après, ben, en fait, ils sont pas bêtes et ça rentre. Et pourtant, moi, ils se déplacent, hein, ils changent de salle, hein, ils vont même chercher les documents dans la salle de mon collègue, parce qu'on n'avait pas d'assez grande salle comme ici, donc on a différencié sur 2 salles, donc ils se déplacent, ils vont voir... et ça marche, ça fonctionne. Il faut leur faire confiance, ils en sont capables. Et non, et pour rejoindre ce que disait William, pour essayer de simplifier les choses, ne pas hésiter aussi à aller sur des structures hyper fermées, très guidées, comme le Geniali pour commencer. Des petits pas, c'est très simple, vous donnez des consignes, ça prend quelques lignes, et surtout y aller vraiment par petits pas et défricher tout doucement. Merci beaucoup. Ah. Désolé, on va devoir s'arrêter là. Vous pouvez nous retrouver dehors, aller prendre un café ou l'apéro avec nous. On fait des démos, pendant tout le festival au Salon du Livre au stand numéro 157. 157. Et William a créé un jeu de piste avec l'application Atlantide. Dans les rues de Blois, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, on sera ravis de vous expliquer tout ça en détail. Merci beaucoup.